On va tout de suite enchaîner avec la neutralisation des drones. Donc je rappelle mon capitaine, si je peux vous appeler mon capitaine, et Philippe Siréjol, Dino Défense. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Comme c'est marqué sur l'écran, je suis Philippe Siréjol, je travaille dans une filiale de GDF Suez qui s'appelle Ineo Défense et qui fournit donc des équipements de communication de tous ordres pour la défense. Soyons clairs, le sujet que l'on traite là, c'est le sujet roi parmi les quatre, donc c'est là qu'il faut être sérieux et c'est là qu'il faut mettre toute son inventivité. Il y a deux solutions, me semble-t-il, pour l'aborder. La solution qui part des éléments classiques, et puis il y a ce que j'appellerais la solution baïonnette, qui est celle que va nous présenter le capitaine Gigant. C'est-à-dire, on sort des sentiers battus, le truc auquel vous n'avez pas pensé, c'est lui qui va vous le présenter. Et moi, je vais me contenter de vous donner quelques éléments dans les solutions plus traditionnelles, comme celles qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Alors sur l'écran, il y a quelque chose. Je vous invite à le lire. Normalement, c'est à peu près la même chose que ce que je vais vous dire, mais je ne garantis rien. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que ce sujet-là, il vous demande d'abord de respecter un ordre fondamental, c'est-à-dire qu'il ne sert à rien de neutraliser si vous n'avez pas préalablement localisé. Et avant de localiser, il faut avoir détecté. Donc il faut prendre les choses déjà dans le bon ordre. La première chose à faire, c'est de détecter. Et pour détecter, eh bien, moi je vous invite à vous préoccuper toujours de deux choses. C'est d'abord l'environnement fréquence dans lequel vous allez immerger votre drone et votre détecteur. Parce qu'un environnement sensible, comme une centrale nucléaire, une base aérienne ou quoi que ce soit, ça ne se voit pas, mais il y a déjà un spectre en fréquence qui est surchargé. Et donc, quand vous arrivez avec votre détecteur, vous n'êtes qu'une surcharge de plus. Et donc, il faut être précautionneux sur ce que vous faites. Détecter, ça veut dire aussi que c'est la porte ouverte au roi de l'analyse des signaux faibles. Donc, on n'y va pas avec une enclume, on y va avec un tout petit stylet pour écouter des choses que normalement on n'entend pas. C'est le royaume des signaux faibles. Ceux qui sont forts là-dedans, il faut qu'ils choisissent ce groupe impérativement. La localisation, la deuxième fonction, c'est indispensable parce que le sujet qu'on traite demande à ce qu'on mette la main quand même sur le fauteur de trouble. Donc détecter si on ne sait pas où est l'auteur de la perturbation, ce n'est pas très intéressant. Donc il faut avoir cette préoccupation. Je détecte, mais je détecte pour localiser. Et enfin, la neutralisation. Il ne s'agit pas de faire de la méthode lourde, ce n'est pas de l'explosif dès qu'on va y aller. Si on a détecté puis localisé, la neutralisation, elle se fera forcément à la méthode douce, tout en ayant la prudence quand même de se demander si le mode de sauvegarde qui est à l'intérieur du drone sera compatible avec la méthode de neutralisation que vous avez vous-même d'envisager. Il ne faudrait pas que ça soit incompatible, sinon vous perdez tout. Voilà, je termine là-dessus avant de laisser la parole au capitaine Gigant pour la méthode baïonnette. Ceci, ce que je vous ai décrit, c'est un travail multispectral, c'est-à-dire ça sera de l'acoustique, ça sera de l'environnement d'électromagnétique, ça sera de l'optronique, ça sera tout ce que vous voudrez, du hertz le plus bas jusqu'au hertz le plus haut. Tout ce que vous en sortirez comme information, c'est ce qu'il vous faudra utiliser. C'est aussi le royaume des bases de données, parce que tout ce que vous utiliserez comme produit sortant d'un capteur, il faudra aller le comparer avec une signature dans une base de données. Vous n'utiliserez jamais le signal pur, il faudra le comparer, et c'est le fruit de cette comparaison qui vous permettra de prendre une décision qui vous mènera éventuellement jusqu'à la neutralisation. Bonne chance à tous. Au final, tout a été presque dit, donc je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Non, c'est une blague.
En fait, tout a été presque dit. Effectivement, la chaîne de traitement, elle est très très simple. C'est l'un des sujets, je pense, effectivement, qui est le plus complet et qui demande le plus d'énergie, mais qui est le plus passionnant à mon sens aussi. Effectivement, entre la phase de détection qui est très identique à celle du sujet que je vous ai présenté tout à l'heure, parce que finalement, si vous êtes capable d'extraire un mobile de l'environnement à travers un capteur optronique ou autre type de capteur, vous pouvez faire effectivement de l'anticollision. Mais a priori, si vous êtes capable d'éviter, vous êtes capable de targeter. Donc ce targeting est une des manières finalement de continuer à suivre le mobile lorsqu'il est en mouvement pour pouvoir savoir où il va, où il est, qu'est-ce qu'il va faire et surtout comment le neutraliser puisque vous aurez quelque chose qui va le neutraliser. Alors le système de neutralisation peut être tout à fait en adéquation avec le système de détection, par exemple un drone lui-même. Vous pouvez imaginer un drone qui est en alerte, je vous donne une idée, hein. Comme ça, un drone en alerte avec un système de détection par exemple optique et autre type de détection radar, et dès qu'il voit quelque chose qu'il a reconnu, il y avait quelque chose qui était d'une importance capitale, c'est l'effet de reconnaissance, et là je reviendrai sur la chaîne de traitement. Il le reconnaît et il s'en va, soit pour le détruire, soit pour le suivre, pour géolocaliser ou localiser éventuellement celui qui est en train de le piloter, et effectivement après mettre en place un système de brouillage, de neutralisation à proprement dit. Alors effectivement ça peut être du brouillage, ça peut être quelque chose de direct, hein, de l'antimissile au sol, hein, on peut voir des batteries de défense aérienne, on peut même imaginer ça. Effectivement vous n'avez pas le moyen de le faire, donc on va rester raisonnable. Quoique, moi j'avais pensé à un truc, hein, et vraiment pour une petite démonstration super sympa, avec mes algos là, je voulais mettre un nerf. Ouais, tout le monde connaît les nerfs, moi j'ai un petit gamin, ils ont des nerfs. Je me dis ok, je vais mettre un nerf, je vais faire voler mon drone, et dès qu'il va le voir, le nerf il va se balader comme ça, il va jeter une fléchette. Mais je veux dire, l'idée elle est là, et finalement après si je mets un vrai missile derrière, c'est pareil quoi. Donc si vous avez des nerfs, n'hésitez pas. Tout ça pour dire que je reviens sur la chaîne de traitement, elle est importante et il faut bien la comprendre. Il y a ce qu'on appelle donc la désignation d'objectifs. C'est vraiment l'un des points clés qu'il faut développer. Effectivement, votre système est en veille de manière automatique, au sens automatique du terme, et il va détecter un mobile. Ce mobile, il va falloir savoir si c'est vraiment un drone. S'il est effectivement menaçant au sens menaçant, il va falloir déterminer la menace. Donc il y a tout l'aspect de classification et de reconnaissance là-dedans qui est d'une importance capitale au niveau algorithmique. Donc ça nécessite pas uniquement des algos seuillés, pour ceux qui connaissent, hein, c'est-à-dire je suis à une certaine distance et finalement je déclenche. Non, ce n'est pas suffisant. On sent bien qu'il faut des algorithmes qui sont beaucoup plus puissants que ça, donc qui mettent en œuvre justement des phases de reconnaissance avec une détection puissante. Après arrive la deuxième phase. Effectivement, si vous ne reconnaissez pas correctement, vous ne pouvez pas démultiplexer le fait de pouvoir se dire effectivement je vais brouiller, je vais le tuer, je vais faire X, Y ou Z. Donc si vous, effectivement, vous dites j'ai une batterie de neutralisation en disposition, si vous ne le reconnaissez pas, vous ne savez pas quoi choisir. Typiquement, on va prendre un marteau pour écraser une fourmi alors qu'on a juste besoin de son pied ou d'une tapette à mouche avec une mouche. On s'est compris. Je ne vais pas faire tout le spectre des insectes. Mais néanmoins, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que je reviens et je finis mon propos là-dessus. C'est le sujet pour moi le plus complet, le plus passionnant, avec des interfaces entre la phase de détection, la phase de reconnaissance et la phase de neutralisation qui sont d'une importance capitale et qui demandent et nécessitent une imagination sans borne. Voilà, donc place à l'imagination et à l'innovation dans toutes ces interfaces-là. Merci à vous. Je souligne simplement que j'ai un avis tout à fait conforme à ce qui vient d'être dit par le capitaine. Bonjour. Quand on va parler algorithme ou méthode de détection, oui. Automatiquement, vous dites de s'inspirer de la vie, je pense à ce qu'on appelle la course aux armements souvent, c'est-à-dire vous mettez en place une technologie, quelqu'un la connaît, automatiquement il va s'adapter pour la contourner. Et donc il y a toujours une limitation quelque part à l'algorithmie et à la détection automatique. Bien sûr. Par contre, j'ai l'impression que des choses extrêmement simples pourraient permettre d'être en interfaçage avec l'homme, parce que le cerveau humain, ça reste quand même des capacités. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous êtes en train de mettre en relief le fait qu'on peut faire un système avec un système du coup de système qui soit capable effectivement de neutraliser, de détecter et de faire de la désignation avec un être humain à l'intérieur en termes d'opérateur. Et qui peut finalement faire l'interfaçage justement de classification. Typiquement, vous avez une déo automatique, vous voyez ce qu'il y a, et vos yeux
vont faire ce qu'un algorithme serait censé faire, c'est-à-dire la classification, mais l'opérateur va le faire pour déclencher le démultiplexage à la neutralisation. C'est une excellente idée, mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Non, c'est pas vrai. C'est une excellente idée. Ce que je veux dire par là, c'est que ces solutions-là entraînent naturellement le fait que, en termes d'opérationnalisation du système ou en termes de déploiement du système, il y a la notion de permanence là-dedans qui est importante. On se dit, OK, on a un système qui est capable d'identifier parce qu'on a un opérateur qui a poste, mais ça reste un opérateur. Ça veut dire qu'il faut le faire tourner. On est quand même sur une dynamique d'innovation là qui est celle plutôt de l'autonomisation des systèmes. C'est effectivement, on met un opérateur, dans ce cas-là, moi je vais vous dire, on va aller jusqu'au bout de votre raisonnement. Moi je mets un guet à vue avec un fusil. Et ça règle le problème. Alors, parce que dans le cerveau humain, il y a tout. Hein. Il y a la détection, il y a la DO, la désignation d'objectifs. Hein. Je veux dire, on a un rotor. Hein. Le mec qui surveille. Hein. Au pire, j'en mets 2. Ouais, parce que je vais être super sympa. Ils vont me coûter 1 200 € par mois et ils vont surveiller pendant 24/24. Donc on peut faire ça. C'est pas ça le problème. La problématique, la techno qu'on est en train de développer, qu'on est en train de s'imaginer et d'innover, c'est plutôt une notion d'autonomisation des systèmes. Donc avec la capacité qu'on aurait de démultiplexer la neutralisation. J'ai répondu à votre question ? Oui. N'hésitez pas. Mais c'est une excellente idée. Vous ne pensez pas qu'il y a un juste milieu entre quelqu'un partout autour d'une centrale nucléaire ou un système qui pourrait alerter un seul opérateur? Bien sûr, mais je vais aller même plus loin que ça. Je vais vous donner un truc tout bête. Si vous utilisez tous les employés d'un site nucléaire et vous mettez des boutons à droite à gauche de neutralisation et de brouillage, et le gars il se balade et dès qu'il voit un truc, il fait du push button et il fait tomber le drone avec du brouillage classique. Après, on peut l'accepter ça, mais il y a des mesures réglementaires pour pouvoir le faire. Est-ce qu'on brouille GPS? Est-ce qu'on brouille X, Y et Z? Ça dépend de beaucoup plus de choses que ça. Donc ce qu'on demande ici, là, à mon sens, c'est vraiment de réfléchir en termes d'innovation plutôt des interfaces que j'ai citées qui permettent finalement de déverrouiller pas mal de choses technologiquement parce que chacune des briques technologiques est déjà préexistante. Les capteurs sont de forte puissance, il y a des radars qui sont capables de faire. Maintenant, est-ce qu'on a les algos derrière pour traiter les informations? Merci beaucoup. Je sens qu'il peut y avoir beaucoup de débats sur cette question. Donc, tant mieux. Grosse discussion à la sortie juste après. Merci beaucoup. Merci. Je vous rends le précieux.